Bonjour ou bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver pour le programme Le Monde en 7. Vous connaissez le principe de l'émission. Nous revenons sur quelques sujets de l'actualité de la semaine et pour ce nouveau numéro de ce samedi 21 septembre 2023, nous parlerons en première partie essentiellement du Mali. On va évoquer l'attaque terroriste qui a frappé la capitale malienne, une attaque revendiquée par le JNIM. Les autorités maliennes n'ont pas communiqué de bilan, mais selon toute vraisemblance, le bilan devrait ou serait très lourd. On parlera aussi en deuxième partie de la Guinée avec la fin de cavale pour Claude Pivi, l'ancien militaire accusé dans le massacre du stade du 28 septembre. Nous irons aussi du côté du Togo pour évoquer donc le front anti-constitution, un front qui se déchire. 3 partis sont exclus. Je parle de ces sujets avec mes deux invités. Frédéric Azeglo, bonsoir. Bonsoir Samuel, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien. Tout le monde va très bien, merci à vous d'être notre invité. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir Frédéric. Vous êtes conseiller régional suppléant de l'Union des forces pour l'Union pour la République, pardon. Voilà, L'Union pour la République. Unir, voilà. Face à vous, Zana Sadio Hichou. Zana Hichou, il est analyste politique. Bonsoir Zana. Bonsoir tout le monde et bonsoir Samuel. Voilà, on va tout de suite du côté du Mali pour commencer cette émission. Je le disais, le Mali a été la cible d'une attaque terroriste. Aucun bilan n'a été communiqué du côté des autorités après l'attaque qui a frappé le 17 septembre dernier la capitale. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été attaquées donc par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, lié à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent quelques pertes en vies humaines. Une cérémonie d'obsèques a eu lieu donc en fin d'après-midi. C'était le jeudi dernier à Bamako, mais aucune image n'a filtré et on sait que la base qui a été attaquée, notamment la base de gendarmerie, abritait donc une école de gendarmerie et plusieurs élèves gendarmes feraient partie des victimes. On parle également de victimes civiles. En tout cas, du côté des autorités, comme je le dis, aucune information n'a été communiquée. Zana Sadio Hichou, tout le monde a été surpris parce que Bamako a déjà été attaqué, mais ça fait presque 10 ans maintenant, 2015. C'était les civils qui ont été visés. Je pense le Cappuccino avait été attaqué à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même le cœur même, l'un des piliers du pouvoir qui est touché, notamment la gendarmerie. Est-ce qu'on peut clairement parler aujourd'hui de faille sécuritaire? Bon, à ce niveau, ce serait assez prématuré de s'aventurer dans une telle logique, d'autant plus que c'est-à-dire cette guerre qui est menée contre le terrorisme et peut-être contre des narcoterroristes, c'est plus identifiable à une guérilla où l'ennemi n'est pas visible, où l'ennemi est tapis dans l'ombre, il y a des cellules dormantes et donc à n'importe quel moment, ces cellules peuvent se réveiller, coordonner une action coup de poing pour frapper durement les esprits et peut-être frapper le moral pour faire mouche. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé le 17 septembre dernier où des dispositifs stratégiques de l'armée ont été la cible des attaques que vous venez de cibler. Et justement, comme c'est le cas dans tous les pays qui font face à ce genre de menaces, on a compris que médiatiser le bilan de ces attaques, c'est faire contribuer à la propagande de ces groupes armés. Et donc, par choix stratégique, que ce soit partout ailleurs, même au Togo, les institutions de la République s'auto-censurent, ne communiquent pas dessus pour ne pas essayer de faire de la publicité gratuite à ces groupes-là. Mais ceci dit, je pense que vu le symbole que représente ces points qui ont été touchés, notamment l'école de la gendarmerie, qui n'est pas à une date aussi banale, c'était l'anniversaire, la journée nationale de la gendarmerie, la base 101 où sont logés, n'est-ce pas, les forces Wagner, la partie militaire de l'aéroport qui sert comme aéroport aux drones qui mènent les attaques aériennes contre ces groupes armés terroristes. Donc c'est vraiment le symbole qui est vraiment frappé dans son cœur.
Frédéric Azeglo, est-ce que vous parlerez aujourd'hui, après analyse, de failles sécuritaires de la part des militaires au pouvoir? Merci. Failles sécuritaires, je dirais oui. Parce que c'est comme si l'armée malienne n'était pas du tout préparée, ne s'attendait pas à une telle attaque. Peut-être pourrait dire il peut y avoir attaque. Une attaque de cette ampleur au cœur de Bamako, apparemment les autorités sécuritaires de Bamako ne s'y attendaient pas. Alors, en analysant, en voyant ce qui s'est passé récemment donc, au Mali, à Bamako, j'ai dit le terrorisme n'est pas affaire d'un seul État. À notre siècle aujourd'hui, le terrorisme, ça peut arriver à n'importe cas, à tout moment, ça peut se passer. Et maintenant, la question, c'est savoir pourquoi décider d'aller tuer des humains comme ça. Alors, M. Sadio, quand il a sorti le mot Wagner. C'est des histoires vraiment qui, moi, me gênent. On n'a pas parlé de l'armée malienne tout court, il a dit Wagner, quelque part, le mot est sorti. Ça veut dire. Africa Corps aujourd'hui. Est-ce que c'est contre Goïta, le gouvernement de Goïta, que s'insurgent ceux qui viennent attaquer? Ou c'est contre le Mali, ou Wagner, ou les forces qui viennent suppléer, aider l'armée malienne? Il y a eu faille sécuritaire. S'il n'y a pas eu faille, les dégâts ne seraient pas aussi arrivés à ce niveau. On attendra peut-être les enquêtes pour dire le modus operandi de cette attaque, mais vous savez que le GNIM a rapidement communiqué, contrairement à ses habitudes d'ailleurs, et entre autres communications données par le GNIM, c'est qu'ils ont dit que cette attaque n'a été menée que par une douzaine de combattants. Alors si une douzaine de combattants, je ne dis pas que le GNIM a raison, mais si une douzaine de combattants a pu infliger une telle défaite à l'armée malienne, ça pose problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas aussi céder à cette propagande de ces groupes armés terroristes qui aiment, n'est-ce pas, tourner en dérision les forces régulières. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que leurs propos relèvent plus de la propagande qu'autre chose. Mais la réalité, c'est que la plupart des personnes qui ont été, n'est-ce pas, victimes, ce sont des élèves gendarmes qui ont été surpris dans leur sommeil. Donc ce n'était pas face à une armée qui s'attendait à un ennemi. Donc, c'est là où les gens parlent de faille. Vous débarquez, n'est-ce pas, dans une école de gendarmerie, dans un dortoir où les gens en plein sommeil, où vous ouvrez le feu sur eux. Bon, et vous pouvez vous en féliciter, mais c'est-à-dire que ce sont des attaques lâches. Oui, mais la faille même, c'est d'avoir réussi à pénétrer une école de gendarmerie. Certaines images montrent ces hommes en tenue militaire, mais c'est pas tenue de l'armée malienne. C'est le fait même qu'ils aient réussi à pénétrer en plein cœur de cette gendarmerie, il y a un problème. C'est là où on parle de faille. Tout à fait. Lorsque vous remarquez un peu aujourd'hui la configuration actuelle je peux les appeler ainsi, les fronts qui sont ouverts partout dans le pays, on sait que la plupart des effectifs et l'attention est plus concentrée vers la frontière avec l'Algérie, avec la récente attaque à Tinzaouaten. Donc on se dit que pendant que les forces maliennes avaient toute leur attention dans une autre contrée, une autre partie du territoire, dans cette zone-là, voilà, l'ennemi a su s'organiser pour venir les frapper là où il ne s'y attendait pas. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une faille en tant que telle? Toujours est-il que, comme je l'ai dit, lorsque vous avez face à ce genre de menace, il ne s'agit pas d'un ennemi qui est visible. Ce sont quelques individus qui se cachent, qui arrivent à se dissimuler, à se faufiler dans la masse. Ils portent des armes, ils arrivent à les cacher. Et donc, moi, je pense plus que c'est l'œuvre de cellules dormantes qui ont été juste activées, qui ont coordonné leur attaque pour arriver à cet effet-là. Donc moi aujourd'hui, je pense plus à un acte isolé, peut-être pas l'ampleur
par l'ampleur des conséquences, par l'ampleur des dégâts. Parce qu'aujourd'hui, ni le GINIM n'a communiqué de bilan, ni les autorités maliennes. Donc, ce qui circule, ce sont peut-être des sources officieuses qu'on rattache peut-être à l'armée ou bien aux civils. Moi, je veux parler de failles. Ces victimes. Bon, moi je dis, lorsqu'on dit faille, c'est comme si il y avait quelque chose de répréhensible, de reprochable. Parce que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit partout ailleurs, lorsque vous faites face à ce genre d'ennemis, c'est toujours des choses comme ça qui peuvent arriver de temps en temps. N'oublions pas. Partout lorsque vous avez affaire à ce genre de guerre où l'ennemi se cache, se dissimule dans la population, c'est ça la réalité. Se dissimule dans la population. Ce n'est pas une armée régulière à face visite que vous avez en face de vous. Moi aujourd'hui, je pense que avancer que c'est vraiment une faille, je ne pense pas. Je crois plutôt que c'est l'effet, comme je le disais, ils ont joué sur l'effet de surprise. L'armée ne s'attendait pas à être frappée dans la capitale. L'attention peut-être des renseignements, des forces de sécurité, c'était au nord du Mali, dans le désert. Et donc, voilà, l'ennemi en a profité pour réveiller les dormants. Frédéric Azeglo. La particularité du Mali en ce moment, c'est que le Mali est dirigé par un pouvoir militaire. Et un militaire, son premier devoir, c'est d'être à l'écoute, d'être présent, d'être aux aguets à chaque fois. D'autant plus que l'armée s'est beaucoup équipée en matériel de renseignement aussi. Justement, puisque le Mali est dirigé depuis quelques années par les militaires. Assimi Goïta, il est militaire. Ils sont là. Maintenant, la différence qu'ils peuvent montrer au monde entier et à leur peuple, c'est que voilà, nous sommes militaires, quelle que soit la nature de l'attaque, quelle que soit comment, la manière dont l'attaque a été menée, nous sommes là pour y faire face. Alors si un régime militaire qui dit je ne cède pas, je ne ferai pas ici, nous sommes là pour des années, de manière indéterminée, peuvent encore tomber de cette manière-là, comme des régimes civils dans d'autres pays, bien où est maintenant la différence? Jusqu'alors, aucun régime est tombé au Mali. On ne parle que d'une attaque, le régime malien. Je n'ai pas dit que le régime est tombé, mais si on peut leur infliger une défaite de ce niveau-là, comme si on peut l'infliger aussi à un gouvernement civil, à monsieur tout le monde, il y a à se poser des questions, puisque les militaires ont donné, ils ont donné des garanties, entre guillemets, à leur population, dit ce que vous avez subi jusqu'à maintenant, avec nous, vous ne le subirez pas. Alors c'est dans cette logique-là qu'ils vont faire venir les Wagner, autres protecteurs qui viennent, ils règnent au Mali. Alors si je reviens encore sur ça, si le Mali, ou un pays dirigé par les militaires, qui tonnent partout, qui rejettent tout le monde, qui disent que nous apportons de nouveau, doivent subir la même chose, il faut qu'on regarde les choses avec de nouveaux yeux. Est-ce que vous pensez aussi, comme certains, que cette attaque n'a pas pu être menée sans la complicité de certains gendarmes ou certains militaires? Je ne suis pas vraiment dans le secret des dieux. Je ne pense pas que cela soit forcément vrai, mais tout ce que je sais et qui est raisonnable, c'est de dire aujourd'hui que vu que toute l'attention n'était pas au cœur de la capitale, ces attaques sont plutôt rares. Et je crois que c'est une question de bon sens. Vous n'avez aucune raison de mobiliser des troupes, de mobiliser toute l'attention dans un secteur où ce genre de menace est quasi nul. Je crois que la plus récente remonte en 2022 où un prêtre allemand a été kidnappé, quelque chose comme ça, si je me rappelle. Et puis avant, c'était en 2015. Donc, de 2015 à 2024, réellement, ce n'était que 2 attaques qui ont eu lieu au sein de la capitale malienne. Donc, ceci dit, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter de cette situation. Maintenant, dire qu'il y avait des complicités au sein des forces armées maliennes, bon, moi je ne saurais vraiment pas aller dans ce sens-là, mais moi je pense plus sincèrement à une attaque isolée. Mais aujourd'hui, il faut aussi se mettre à l'idée et de reconnaître que les individus qui ont mené ces attaques ont été neutralisés.
on parle plus des attaques, mais la riposte a été implacable. L'ennemi a été neutralisé complètement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au vu de l'attaque, non, mais non, c'est la capacité de réponse. La réponse a été à la hauteur des attentes. L'ennemi a été complètement neutralisé. Oui, mais c'est certainement, c'est des gens qui étaient venus en se disant qu'ils ne vont plus repartir parce qu'ils savaient l'enceinte où ils pénétraient. Mais voilà, et les voilà, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, ils ont été neutralisés. On déplore des dégâts humains, des dégâts matériels. On apprendrait que 6 aéronefs auraient été détruits, incendiés, etc. On n'a pas de communiqué officiel jusqu'alors, mais il faut reconnaître que les auteurs de ces attaques ont été neutralisés grâce, n'est-ce pas, à la vigilance de la population. Ce qui fait que certains parlent de complicité, c'est comment dire, la concordance d'un certain nombre de faits. Par exemple, cette attaque a lieu alors que devait s'ouvrir le procès de ceux qui ont acheté l'avion présidentiel du temps d'Ibeka, dont la surfacturation est pharaonique. Le procès devait s'ouvrir et lorsque les assaillants ont attaqué, ils s'en sont pris aussi à l'avion présidentiel. Donc, beaucoup disent qu'on chercherait à brouiller les pistes avec ce genre d'attaque. Sans me baser sur ces paramètres, moi je vais dire que on ne peut pas réussir, une armée étrangère, une organisation militaire étrangère ne peut pas réussir à pénétrer l'école de gendarmerie au cœur de la capitale sans s'appuyer sur des gens à l'intérieur. Ça ne peut pas être ça. Ils ont eu des renseignements. Ils connaissent les lieux. Oui, ils connaissent les lieux. Il y a des gens, les habitudes. Ils ont été amenés dans les lieux, on leur donne beaucoup d'informations. Des informations qui leur ont permis de venir faire leurs opérations macabres. Maintenant, par rapport aux populations, moi je dis, si vous voulez sortir un pays, des peuples, d'une situation qui n'arrange pas, laissez de côté les règlements de compte, venez on va les juger, venez on va faire ça. Les peuples n'ont pas besoin de ça pour le moment. Vous voulez mettre de l'ordre, essayez de mettre de l'ordre ou de commencer de plonger des gens dans un procès pour perdre du temps, gagner du temps, mettre des gens dans un procès qui juste vous permettre de gagner beaucoup de temps. Il faut que, pour éviter que les Africains meurent, nos concitoyens meurent de cette façon, il faut que les hommes qui sont au pouvoir, qu'ils arrivent au pouvoir par les armes, qu'ils arrivent au pouvoir régulièrement par des élections, mais dès qu'ils arrivent, il faut qu'ils commencent par penser aux populations qui sont là. Monsieur Goïta s'il doit penser à beaucoup de choses actuellement, il doit dire, mais pourquoi cette attaque contre ce peuple? La question que moi je me pose, c'est que, quelle est l'idée finale, l'objectif visé par ceux qui viennent attaquer Bamako? Est-ce qu'ils viennent attaquer Bamako parce qu'ils ne veulent pas du pouvoir militaire de transition qui en a duré éternellement? On ne sait pas quand ça se dira. Il y a beaucoup de Maliens qui sont frustrés par le pouvoir interminable que Assimi Goïta, ces hommes sont en train de se donner au Mali. Il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas à l'aise par le fait de museler la presse, de faire le tout puissant, le tout patron, le premier et le dernier, et de faire l'alpha et l'oméga. La ça n'intéresse pas beaucoup de Maliens. Alors, est-ce que ces gens sont venus pour, entre guillemets, corriger les choses à leur manière, ou ils sont venus pour terrer le peuple afin de affaiblir, fatiguer Goïta et son gouvernement? Alors, il faut que chaque Africain, ou chaque Africain qui a le pouvoir, qui a la force de commander, de dire quelque chose, de décider quelque chose, se pose des questions. Il faut que le gouvernement d'Assimi Goïta, le gouvernement militaire, qui a fléchi devant 12 personnes, si c'est réellement ça, il faut que ces gens-là réfléchissent, disent où est-ce que nous coinçons le peuple? Où est-ce qu'il faut laisser faire un peu, laisser aller, ouvrir les vannes, voir les citoyens épanouis? Ça fait pitié. Vraiment, c'est insupportable de voir des citoyens, des gens, des élèves, officiers, des élèves militaires, des gendarmes, dans leur sommeil, qui se sont couchés hier et qui ne sont plus réveillés parce que les gens en veulent à quelque chose dans la nation. Quel est l'objectif de ceux qui sont venus attaquer?
Il y a aussi, quand on regarde, vous avez évoqué tantôt l'attaque de Tinzaouaten, et puis un certain nombre d'attaques, il n'y a pas que le Mali, mais il y a aussi les autres pays du Sahel qui subissent. On a l'impression d'une sorte de montée en puissance de ces groupes terroristes. Vous avez fait la même remarque? Oui, tout à fait. Et vous savez, c'est parce que beaucoup de victoires sont gagnées et qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement, mais qu'ils sont, qu'ils sont obligés de sortir leur dernier griffe. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Et aujourd'hui, même si l'attaque qui vient d'être menée au Mali, au vu de l'ampleur du bilan qui est annoncé et qui même n'est pas vérifié, ne devrait pas occulter les victoires que M. Assimi Goïta a gagnées par le passé. C'est-à-dire, on ne va pas résumer tout le travail de M. Goïta, des autorités maliennes à cette attaque qui a eu lieu le 17 septembre. Il faudrait qu'on puisse analyser dans toute sa globalité. Il a gagné beaucoup plus de victoires que de défaites, il faut le reconnaître. Il a promis la conquête de Kidal, cela a été fait. Et tout le monde a été surpris de la réussite de cette opération. Aujourd'hui, l'ennemi est repoussé dans ses plus derniers retranchements aux frontières algériennes. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit, il faut reconnaître cela. Maintenant, cette montée, comme je l'ai dit tantôt, que vous prenez le cas du Burkina Faso, le cas du Mali, c'est-à-dire ces groupes sont harcelés aujourd'hui. Mais leur objectif étant de contrôler un certain nombre de trafics illégaux dans ces pays-là, ils essaient de faire tout pour garder le contrôle des couloirs, c'est-à-dire des zones frontalières pour pouvoir sécuriser toute leur logistique. C'est parce que c'est de ce trafic-là qu'ils vivent, qu'ils arrivent à se financer. Donc aujourd'hui, si la lutte s'intensifie, c'est parce qu'ils sont en train de perdre de l'espace, ils sont en train de perdre les moyens de faire leur business, ils sont en train de perdre leurs moyens d'exister. Donc, mais ils gagnent en moyens. Non, c'est-à-dire aujourd'hui... En armement, aujourd'hui même, ils utilisent des drones aussi. Oui. Bon, moi je dis aujourd'hui que aujourd'hui ils sont obligés de sortir leurs dernières ressources. Et moi je suis très optimiste quant à la fin de ces groupes armés terroristes-là. De toutes les façons, ils sont condamnés à vivre dans l'anonymat, dans le maquis, parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment traqués. Ces actions d'ici et là ne pourront décourager personne. Ils sont condamnés à perdre, ils le savent. Est-ce que vous trouvez normal aussi qu'après cette attaque-là, les autorités n'aient pas vraiment communiqué? Par exemple, jusque-là, on n'a pas de véritables informations officielles sur le bilan. Ils ont juste dit quelques pertes en vies humaines. Cette expression même a choqué certains en disant quelques pertes en vies humaines. C'est comme réduire la vie humaine à rien. Bon, moi je ne le trouve pas comme ça. C'est difficile à un gouvernement de dire voilà, les terroristes sont arrivés, ils ont tué 50 000 citoyens. Ça, surtout en Afrique, c'est difficile parce que, quand vous le dites comme ça, vous êtes en train de faire la propagande de l'ennemi qui vient vous tuer. Et donc, on reconnaît qu'il y a eu des vies humaines perdues, mais dire nommément, donner un chiffre exact de ce qui s'est passé. Bon, chez nous ici en Afrique, quand quelqu'un dit j'en ai un peu, c'est qu'il en a beaucoup. Et donc, c'est la manière de communiquer de l'Africain. À force de le dire, vous faites de la propagande pour l'ennemi. Et donc, il ne faut pas le faire, histoire de ne pas aussi contribuer à écœurer les familles. Mais ne rien dire aussi, c'est laisser le champ à l'ennemi de dire ce qu'il veut, parce que le GNIM parle d'une centaine de morts. Une débâcle, oui. Ouais. Bon, laisser le champ libre à l'ennemi, c'est la communication, la guerre de communication ne conduira pas à grand chose. Aujourd'hui, tout le monde sait, le Mali sait, les médias, tout le monde sait que le Mali a été frappé. Et donc je comprends qu'on le reconnaisse comme ça et qu'on continue. Zana?
Non, en fait, il s'agit tout simplement de la communication, d'une communication de guerre. Hein. C'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à sortir des informations qui sont susceptibles d'altérer le moral et des populations, qui peut créer peut-être des situations sociales difficilement gérables et aussi peut-être décourager les autres combattants. Donc, ceci dit, il faut quand même retenir en termes de communication que les auteurs de cette attaque ont été neutralisés et je crois que c'est la seule chose qu'on peut retenir pour essayer d'avancer. Ce qui s'est dit qu'aujourd'hui, ces groupes armés terroristes savent qu'ils ne peuvent plus aller dans une capitale comme Bamako et vouloir s'implanter durablement. Ils vont venir mener des attaques, mais ils savent que s'ils viennent, ils ne pourront pas repartir. Donc, ils vont vouloir, en tout cas, c'est plus des opérations kamikazes. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas revenir. Ils savent qu'ils ne pourront pas revenir en ressortir vivants. Donc, ils essaient d'amplifier, n'est-ce pas, les conséquences, les dégâts qu'ils vont causer autour avec une propagande pour dire voilà, nous avons fait ci, c'est tel. Bon, bref, mais moi je dis l'essentiel c'est de retenir que l'équipe qui a mené cette attaque a été neutralisée et que la sérénité est revenue au Mali. Et il faut craindre une multiplication des attaques? Il faut craindre une multiplication des attaques, puisque jadis, tout le monde, beaucoup de personnes voyaient qu'on peut attaquer le Mali aux frontières, mais pas au cœur, à Bamako. Mais ce qui s'est passé le 17 septembre dernier lève un coin de voile sur la perméabilité, une faiblesse entre griffes de l'armée malienne à protéger les civils à Bamako. Et donc, je crains, il y a raison de craindre une multiplication de ces formes d'attaque prochainement. D'accord. On va passer toujours sur le Mali au second sujet. On va voir, toujours dans le cadre de cette attaque, pour les autorités militaires de la transition, cette attaque semble être un véritable coup dur. Il faut rappeler que cette attaque avait lieu alors que l'Alliance des États du Sahel, l'AES, célébrait 1 an d'existence. Assimi Goïta, qui est le président de l'exercice de l'AES, avait même fait un discours où il a vanté les actions militaires menées, les territoires qui ont été reconquis et le terrorisme qui recule. Cette attaque est comme venue comme une sorte de réponse, comme une sorte de douche froide finalement. Bon, c'est un coup dur pour les militaires? Non, je pense que c'est un coup, mais dire que c'est un coup dur, je ne le dirai pas. Et moi, je dis que dans la logique que j'avais développée précédemment, peut-être l'ennemi a dû exploiter le fait que toute l'attention des FAMA était ailleurs que dans la capitale. Donc, c'est ce qui explique ce qui s'est passé. Mais cela dit, moi, ici, ce serait aussi l'occasion de parler de la coopération régionale. Jadis, il y a cela quelques mois, il y avait des missions de la MINUSMA, etc. Donc, aujourd'hui, où on est cette solidarité internationale face à ce que vivent nos pays frères au Mali, Burkina, Niger. Vous voyez, beaucoup de pays ont dû rappeler leur armée qui était à ces fronts-là. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, la menace qui devient une persistance avec ces attaques, aussi bien chez nous au Togo, je pense qu'il doit falloir que les États puissent se retrouver et réinventer un autre cadre de coopération militaire avec ces pays-là pour vraiment lutter. Parce que nous avons des ennemis, l'ennemi est commun à nous tous. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, Burkina Faso, au Togo, au Bénin, peu importe la nature des relations diplomatiques entre les pays, l'ennemi est commun. Et donc, il y a lieu de vraiment créer un cadre propice à ce qu'il y ait partage de renseignements, qu'il y ait partage d'informations, qu'il y ait mutualisation des ressources logistiques pour pouvoir vraiment combattre cette menace-là. Le colonel Assimi Goïta disait dans son discours que grâce à l'AES, aujourd'hui, il mène des actions ensemble sur le front du terrorisme. Mais quand on regarde le Mali, le Niger, le Burkina, on n'a pas vraiment l'impression d'opération militaire conjointe. Ce sont des discours. J'avais déjà dit aussi sur ce plateau
qu'il faut que nos amis, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, laissent ces discours de haine, tout ça là. Aujourd'hui, quand le Mali se plaint, le Niger se plaint du fait que l'Algérie facilite le terrorisme vers chez eux. Alors, moi je trouve qu'il faut que les Africains s'asseyent autour d'une même table et développent un système de défense commun. Alors, quand tout de suite, eux, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, les Tiani, ils fabriquent leurs choses, ils disent bon, nous sommes dedans, nous ne voulons plus la CEDEAO, nous ne voulons plus ci, nous ne voulons plus ça. Oui, c'est un discours qui peut-être étanche la soif de certaines personnes qui répondent à certaines réalités. Maintenant, la réalité globale qui concerne la sécurité, qui concerne l'économie, qui concerne les finances, est tout autre chose. Tu ne peux pas dire que bon voilà, je suis au Mali, je ne fais pas la CEDEAO, voilà nous sommes AES, nous ne regardons plus les autres. Et tu peux, dans ces situations-là, vouloir combattre efficacement le terrorisme, c'est faux. Puisque dès lors que tu déclenches ennemi d'un pays qui est frontalier à toi, eh bien, tu ne peux pas contrôler, tu n'as pas les moyens de contrôler ce qui se trame dans un pays frontalier contre ton pays. Alors, il faut que les Africains, les Goïtas, ils sortent de leur logique-là pour retrouver leur père, que l'Afrique s'asseye de nouveau, afin de pouvoir relever les défis, surtout sécuritaires. Mais à quoi ça sert? À quoi ça rime si des jeunes doivent se coucher la nuit dans une caserne et ne se réveilleront pas demain? Ça, c'est un recul. Je reviens pour dire que ça, là, doit démoraliser beaucoup les régimes militaires qui régentent la vie politique au Mali. Au Mali, ils doivent savoir que si le colonel Goïta doit faire une étude personnelle privée de la situation chez lui, dans sa maison, dans son lit, il doit dire la chose dans laquelle je suis en train de m'engager, je suis en train d'engager mon peuple, n'est pas aussi sereine, très bon que je le pense. Ce qu'ils ont dit, disent là, c'est des discours. Mais quand tu regardes la réalité, même regardez dans votre quartier, là où vous êtes, où vous vivez, si vous n'êtes pas en bonne relation avec ceux qui vous entourent, vous n'êtes pas en sécurité. Quand tu vas tomber, tu tomberas peut-être devant ces gens-là. Ton enfant va avoir une fracture devant ces gens-là. Parce que tu dis, je ne suis pas avec vous. Qui s'occupera des enfants à côté? Alors il faut que les Africains, ceux qui... Je m'étonne quand une bonne population africaine soutient ça là et dit non, ils sont très forts. Ils sont forts où? Aujourd'hui, le Burkina Faso est malmené par le terrorisme. Aujourd'hui, le Niger est malmené. Aujourd'hui, le Mali est malmené. Ils font quoi? Il faut quelle différence? Ils n'ont qu'à sortir de ça. Assimi Goïta n'a qu'à trouver un moment, organiser des élections, remettre le pouvoir à qui sera élu, ou s'il veut être candidat, qu'il ait le pouvoir le plus légalement possible et qu'il remette le Mali dans les relations internationales, les conventions que le Mali a ratifiées, et que la vie reprenne, que d'isoler son pays, le déposer quelque part et faire des lois militaires, non, c'est pas bien. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'il y a eu le terrorisme, mais il doit comprendre maintenant les limites de ce qu'ils ont fabriqué, qu'il appelle AES. Le reproche, ou l'un des reproches qu'on fait aussi au Mali, c'est tension avec des voisins. Aujourd'hui, le Mali est un peu en froid avec l'Algérie, avec la Mauritanie, dont il y a une frontière. Ça ne va pas non plus très fort. Avec la CEDEAO, n'en parlons pas. Est-ce que dans un climat pareil, on peut légalement contenir la menace terroriste? Oui, c'est vrai que parfois les discours politiques des premiers leaders de ces pays dits de l'AES, c'est tellement limite. Et cela n'encourage pas vraiment la coopération militaire voulue par nous, les ressortissants des pays qui sont victimes de ces choses. Quand j'entends dire que le Burkina, etc., ils sont en train de perdre la lutte contre ces groupes armés terroristes, moi je suis inquiet parce que ce que les populations dans nos zones septentrionales du Togo vivent, c'est vraiment inquiétant. Et on sait que c'est de là que viennent la plupart de ces bandits qui attaquent de paisibles populations.
Et je vais donner par exemple l'exemple du président burkinabé qui entre-temps avait tenu un certain nombre de critiques assez osées vis-à-vis du Bénin. Et de la Côte d'Ivoire. Du Bénin surtout, où des localités ont été citées. Il a promis dans quelques jours donner des preuves qu'on n'a jamais vues jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et on attend toujours ces preuves-là. Donc moi je dis à un moment donné, il faut que cette pique pour peut-être séduire la population, pour pouvoir susciter ou bien exagérer le sentiment de patriotisme au sein de la population, il faut qu'on laisse ça de côté pour aussi donner la chance à la coopération internationale, à la coopération militaire de faire aussi son travail. Et je suis surpris, vous avez vu récemment les attaques que le Togo a subies au nord, que des centaines de ces bandits ont pu parcourir un certain nombre de distances sans que personne n'ait pu vraiment alerter les autorités togolaises de la menace imminente. Donc on se pose des questions. Comment est-ce que des personnes en aussi grand nombre peuvent avoir traversé une certaine distance jusqu'à venir attaquer des positions togolaises sans que nos voisins ne puissent informer que nous remarquons un déplacement suspect vers votre territoire. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et moi, c'est sur cet aspect-là que moi je suis vraiment inquiet. Sans cette coopération entre pays voisins et frontaliers, mais ce sont les populations vraiment qui vont payer le lourd tribut. Il y a aussi autre chose que les gens pointent du doigt, c'est que surtout les médias occidentaux, quand ils parlent de ce genre d'attaque, ils disent ils ont dit que la France ne faisait rien, la Russie ne réussit pas beaucoup non plus. Effectivement. Moi, je ne vois même pas la différence entre ceux qui crient Russie, Russie, Poutine, Poutine, la différence qu'ils prennent pour montrer au monde que voilà, nous voulons quitter la France pour la Russie. Voilà la différence. Je n'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu aussi. J'ai dit, est-ce qu'il faut quitter un maître pour un autre maître? Non, l'Afrique doit laisser cette petite logique-là. Les logiques-là, l'Afrique laisse ça. Quand au Mali, au Niger, au Burkina, les gens crient Poutine, Poutine, pour donner quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors, lutter de manière à ce que vous puissiez, les forces militaires africaines se retrouvent dans un seul creuset, prennent des décisions qui sont de nature à protéger les populations. Lutter de manière à ce que les forces financières africaines se retrouvent, les multinationales se retrouvent, créer des situations qui donnent des emplois aux populations, que de vouloir chercher là un autre maître qui a créé quelque chose qu'on appelle Satan 2 pour tuer les gens, et déjà avant Satan 2. Là, il n'y a pas une différence dans la gestion que les Français ont faite de l'Afrique depuis 60 ans par rapport à ce que les Poutine entendent faire. Alors il faut que les Africains essaient de voir la chose autrement. Voilà. La coopération avec la France pour lutter contre le terrorisme n'a pas donné grand-chose. La coopération avec la Russie, peut-être les gens diraient qu'elle est plus récente, mais les résultats, pour beaucoup, tardent à se faire voir. Oui, tout simplement parce que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas vraiment une lutte facile. Et surtout que lorsque... Oui, mais c'est la promesse sur laquelle ils ont pris le pouvoir aussi, ne l'oublions pas. Parce qu'ils connaissent la réalité, ils savent que c'est une lutte ou un combat asymétrique, mais ils ont promis en découdre avec. Oui, c'est vrai que des promesses ont été tenues, mais il faut essayer de faire cette analyse tout en ayant à l'esprit les victoires qui ont été gagnées. Quelle était la superficie sous contrôle de ces groupes armés terroristes au moment de l'avènement de ces régimes militaires, et aujourd'hui, quel est l'espace récupéré entre leurs mains? C'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc, si de plus de 80% du territoire qui est sous contrôle, on en arrive à moins de 40%, ça veut dire qu'il y a vraiment eu des avancées. Le terrorisme, sa lutte est vraiment complexe lorsque vous prenez
des exemples comme ceux des pays, comment on les appelle, afro, comment on appelle, les pays de l'Amérique du Sud. L'Amérique latine. Mais ce sont des guerres, des luttes qui durent sur des décennies. Et de temps en temps, il y aura ces incursions pour mener des attaques kamikazes et puis se replier. Mais des militaires ne se basent pas juste pour renverser les régimes et dire je vais faire mieux. Bon, c'est ça, moi je dis qu'aujourd'hui, il faut analyser ça dans sa globalité. Oui, aujourd'hui, le terrorisme, on n'en a pas encore fini, mais est-ce que il y a des résultats positifs qui s'accumulent de jour en jour? Est-ce qu'il y a plus de réussite que d'échecs? C'est comme ça qu'on analyse un bilan. Quand vous écoutez les discours... Est-ce qu'il y a plus de réussite que d'échecs? Les discours aujourd'hui, oui, il y a plus de réussite, il faut le reconnaître. Mais aussi, parfois, il y a des échecs, mais somme toute, le nombre de réussites surpasse le nombre d'échecs. Ils ont du mal aussi à communiquer les réussites, c'est ça le problème. Ils ont du mal à communiquer les réussites, tout simplement parce que c'est une communication de guerre. Ce sont des pays qui sont en guerre, à la tête de ces pays, ce sont des militaires, donc il faut comprendre la logique de la chose. Est-ce que vous pensez aussi, comme un certain nombre de personnes, que l'autre problème aussi de ces militaires, c'est de n'adopter qu'une stratégie du tout militaire pour combattre ce phénomène? Oui. Quand vous regardez comment ces militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont renversé des régimes. Ils ont divisé le pays en 2, en 3, en 4 parties. Mais quand vous regardez un peu à l'intérieur de la chose, ils n'ont qu'une partie, minuscule partie du peuple qui les soutient. Même dans l'armée, dans les armées qu'ils dirigent, il n'y a qu'une partie des armées qui les soutiennent. Parce que les présidents qu'ils ont renversés, les présidents qu'ils ont renversés, ont aussi leurs éléments dans les armées. Eh bien, leurs actions ne pourront jamais être efficaces. Alors, quand je reviens au Burkina Faso, je prends Ibrahim Traoré par exemple, il fait des discours fleuves à longueur de journée bavarde, juste pour justifier son coup de force. Et l'exercice qu'il s'est donné à faire chaque jour de sa vie, c'est de parler de manière à dire aux gens, je suis venu pour établir l'ordre. Mais il n'a jamais réussi à établir l'ordre. Son prédécesseur, Damiba, a dit, il a renversé le président démocratiquement élu, il a dit, non, il y a trop de terrorisme, il n'a rien fait. Ça veut dire, la manière dont ces gens arrivent au pouvoir, cette manière a déjà divisé le peuple, les populations. Alors, ils n'ont pas la même mise sur les combattants. Ceux avec qui ils vont partir pour combattre le terrorisme ne sont pas aptes. Il n'y a qu'une muscule partie qui soutient d'un coup de force qui vont être avec eux. Et donc, la stratégie militaire seule est insuffisante. Il faut qu'ils arrivent à fédérer autour d'eux les forces vives des nations, fédérer autour d'eux les têtes pensantes pour voir il faut faire comment, il faut aller sur quel pied pour combattre le terrorisme. Parce que quand le terroriste vient, il ne tuera pas que les militaires, il détruira le pays tout entier. Et quand ces assaillants ils viennent, ils portent leur comportement porte atteinte grave à nos pays, à nos peuples. C'est pourquoi, forcément, ceux qui dirigent les pays doivent faire balader, faire une coalition de forces qui existent dans le pays afin de combattre de la meilleure façon et préserver la vie des citoyens. Le tout militaire ne fonctionne pas pour d'autres. Il faut aussi aujourd'hui, face à la caractéristique de cette guerre, pouvoir dialoguer. Non, je crois que le tout militaire se justifie dans un premier temps. Dans un premier temps, pour affaiblir l'ennemi et le pousser à la table de discussion, c'est-à-dire il faut imposer un rapport de force avant de négocier. On ne négocie pas comme ça, il faut affaiblir l'ennemi, qu'il soit poussé dans ses derniers retranchements avant de l'obliger à négocier. C'est comme ça qu'on mène ce genre de choses. Donc il faut bien comprendre la stratégie de ces régimes de transition militaire et eux aussi, ils doivent prendre l'exemple sur des pays comme l'Algérie. Mais l'Algérie a connu beaucoup de guerres civiles. Dans un premier temps, ça a été le tout militaire, mais à partir d'un certain temps,
il faut aller à la table de négociation. Forcément. Parce que ces groupes terroristes, ils misent, et ce sont les poches d'infiltration au sein de la population qu'ils utilisent, notamment ceux qui sont frustrés. Et vous avez vu, lorsque l'armée malienne, les FAMA, avait vraiment l'avantage en termes de technologie, via le soutien par Africa Corps, vous avez vu ce qui s'est passé, mais aussi bien les indépendantistes qui se réclamaient de l'Azawad, aussi bien ces groupes djihadistes, ils se sont coalisés. Et c'est ça qui explique dans une certaine mesure la débâcle qu'il y a eu à Tinzaouaten. Donc aujourd'hui, il faut, et je crois qu'au début le Mali avait bien réussi à diviser ces gens qui se sont retrouvés aujourd'hui. Ils ont réussi à les opposer, ils commençaient eux-mêmes par se combattre. À un moment donné, mais ils ont compris que ils avaient plus intérêt à coaliser leurs forces. Donc peut-être que ce serait l'occasion de ces pays-là de penser aussi à partir d'un certain moment à voir quand est-ce qu'ils vont intégrer l'approche de la négociation, l'approche de l'inclusion de tout le monde dans la réflexion pour essayer de voir dans quelle mesure il va avoir un front commun contre vraiment cette menace-là. Monsieur, je propose qu'on marque la pause pour suivre ensemble le journal pour une dizaine de minutes et on revient pour la deuxième partie de l'émission.